bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et avec Olivier de Scooter, chaque jour de la semaine, en quelques minutes, nous vous expliquons comment débuter, progresser et enfin performer dans le triple effort. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant ce podcast au plus grand nombre et en laissant une revue et une note sur Apple Podcast. Ça nous aide vraiment à progresser et à monter dans les classements. Allez, assez parlé, place à notre épisode du jour. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur l'épisode de mardi 16 mars du podcast Ohana. À mes côtés, j'ai toujours l'ami Olivier. Salut Olivier. Salut Hermano. Il me semble qu'aujourd'hui, pour commencer cette nouvelle série hebdomadaire où nous allons aborder le thème du vélo, eh bien tu as une bonne nouvelle à nous annoncer. Effectivement, j'ai une très bonne nouvelle puisque ce matin, j'ai reçu un petit coup de fil alors que je travaillais pour me dire que mon vélo était arrivé, mon nouveau vélo. Un nouveau vélo, donc tu laisses tomber les roulettes et tu passes sur un vrai vélo de course ? Voilà, exactement. On laisse les petits trous arrière. Plus sérieusement, est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ce nouveau vélo dont tu as reçu la livraison aujourd'hui ? Oui, en fait, c'est tout simplement un vélo de contre-la-montre, ce que je n'avais pas jusqu'à présent. Donc j'ai toujours roulé sur vélo de route, éventuellement avec des prolongateurs. Voilà, j'ai encore jamais eu l'occasion de courir sur un vrai contre-la-montre. Donc voilà, je suis impatient de pouvoir l'essayer. Mais alors attends, contre-la-montre. Il me semble que toi, tu viens du bikepacking, c'est-à-dire du vélo plutôt en mode grande balade. Qu'est-ce que ça va changer pour toi finalement de passer d'un vélo de route avec une géométrie classique à un contre-la-montre ? Le contre-la-montre, faut savoir que c'est un vélo qui est assez particulier. Hein, pour ceux qui voient pas, c'est ces vélos où on est particulièrement couché, on a un cintre qui est très différent, on a un cadre très aérodynamique. Donc voilà, c'est des vélos qui vont permettre de gagner en vitesse. Maintenant, on est obligé de rouler quand même déjà à une certaine vitesse pour pouvoir en profiter. Donc typiquement, c'est le genre de vélo qui convient pas du tout pour aller faire du dénivelé. C'est pas du tout un vélo pour aller faire de la montagne. Par contre, si on est sur un parcours un petit peu roulant, voilà, dès qu'on est lancé à une certaine vitesse, ça devient intéressant parce que on peut vraiment commencer à augmenter nos performances. Effectivement, on va revenir un petit peu dessus, notamment dans le cadre des épisodes de cette semaine. Cette différence, elle est particulièrement accrue par l'effet aérodynamique de ce vélo, ou du moins de la position aérodynamique qu'on peut prendre sur le vélo, en plus de la machine elle-même. Tu nous as pas dit pour quel modèle de vélo tu avais craqué ? Sans vouloir faire de publicité quelconque, moi je suis chez Canyon depuis quelques années, et donc là j'y reste une fois de plus. Donc j'avais le Ultimate, et ici du coup il s'agit du Speedmax qui est le CLM de chez Canyon. Alors le Speedmax, Canyon a défrayé la chronique ces derniers jours à propos d'un vélo aéro qui était pas si solide que ça. J'espère que tu n'as pas craqué pour celui-ci. Oui, alors c'est ce qui concerne le modèle iRoad, donc c'est pas celui que j'ai, heureusement. Donc voilà, a priori sur le Speedmax, il y a pas de souci. Ok, peut-être qu'on peut faire un tour d'horizon des différences que l'on peut rencontrer entre un vélo de route classique et un vélo de contre-la-montre. Alors on passe sur les VTT, gravel et autres, hein, c'est vraiment pas le sujet du jour, mais peut-être déjà en termes de poids, de géométrie, d'aérodynamique, de budget, de performance, est-ce que tu as des données à nous partager ? Oui, de manière générale, c'est vrai que quand on passe sur un contre-la-montre par rapport à un vélo de route, on peut gagner jusqu'à 100 watts. Alors encore une fois, c'est très relatif, ça dépend évidemment de énormément de facteurs. Donc il y aura la force d'inertie, il y aura le poids qu'il faudra prendre en compte, il y aura la position du cycliste, il y aura la vitesse à laquelle on roule, est-ce qu'on est sur un parcours avec du dénivelé ou sans dénivelé, etc. Toute autre chose étant égale par ailleurs, on peut gagner en tout cas jusqu'à 100 watts sur un parcours je veux dire un petit peu classique. Donc pour ceux qui se rendent pas compte, 100 watts c'est quand même beaucoup. Alors quand tu dis on peut gagner jusqu'à 100 watts, est-ce que ça veut dire que c'est à puissance égale on gagne un retour de puissance dans le vélo équivalent à 100 watts, ou ça va nous permettre de pousser jusqu'à 100 watts de plus ? Parce que finalement quand on dit on gagne 100 watts, quelqu'un qui va pousser sur un vélo classique à 300 watts, est-ce que ça veut dire que tu vas continuer à pousser à 300 watts mais en t'économisant plus, ou est-ce que ça veut dire que en poussant autant avec un équivalent de puissance de 300 watts, tu seras finalement aux alentours de 400? Ça veut dire qu'à vitesse égale, donc là on est à peu près donc dans le test là que j'ai pris comme illustration, on est à 45 km/h.
Donc, faut savoir que 45 km/h, c'est déjà assez rapide, hein. En descente, ça va? Ah. Ouais, mais là, on parle du plat, Hermano. Ah, mince. 45 km/h, c'est déjà très costaud. Bon, évidemment, je sais qu'on peut aller plus vite en sprint, en vitesse de pointe, mais bon, voilà, si on parvient à tenir 45 km/h sur un triathlon, que ce soit un semi ou un quart, c'est déjà très rapide. Et donc, enfin, on peut atteindre cette vitesse-là sur un CLM avec 100 watts de moins par rapport à un vélo de route. En termes de poids, est-ce que tu notes une différence entre un vélo classique qui va être équipé avec un prolongateur et autres et un vélo de contre-la-montre? On a une petite différence de poids. En général, le contre-la-montre est un petit peu plus lourd, du fait aussi qu'on a un cadre qui est quand même assez différent, qui est beaucoup plus aéro. C'est vrai qu'on va perdre un petit peu à ce niveau-là. Encore une fois, quand on est sur un parcours roulant à ces vitesses-là et qu'on peut gagner 100 watts, la différence de poids, finalement, elle est assez minime par rapport au reste. Encore une fois, le poids, c'est aussi beaucoup une question de budget. Donc ça dépend combien est-ce qu'on veut mettre dans le vélo. On peut trouver des contre-la-montre à partir de 2000 €, je pense, en neuf, hein, bien sûr. On pourra toujours trouver des occasions moins chères. Donc je pense que ça commence à peu près à 2000 € et puis ça augmente, on va vite à 10 000 voire 15 000 € pour un vélo contre-la-montre de compétition. Donc voilà, ça dépend vraiment du budget de chacun, évidemment. Mais encore une fois, comme tu le disais, le poids sera peut-être moins intéressant sur un vélo d'aéro. Par contre, la position fera qu'on aura une position beaucoup plus aérodynamique et on reviendra là-dessus dans l'épisode de demain. Et donc, on va pouvoir gagner en puissance développée pour pouvoir gagner en vitesse et forcément en efficacité et également en fatigue musculaire au niveau des jambes pour pouvoir s'économiser pour la partie course à pied. On a parlé du poids. Bon, très brièvement, on peut peut-être parler de la géométrie, la différence entre un vélo de route classique et un vélo de contre-la-montre. C'est vrai que sur un vélo de contre-la-montre, en général, on recommande d'avoir un vélo un tout petit peu plus court parce qu'on a une position justement qui est un petit peu plus aéro et donc on est un petit peu plus couché sur notre vélo par rapport à un vélo de route où en général le cadre est un petit peu plus grand. Maintenant, c'est aussi beaucoup une question de confort, hein, pour chacun, et je pense qu'à ce niveau-là, le mieux c'est de faire une étude posturale, évidemment. Je pense qu'on pourra revenir aussi sur ce sujet-là au cours de la semaine. Bien évidemment, on y reviendra. Dernier point, alors les performances, on en a grandement parlé. Par contre, en termes de budget, tu l'as très rapidement évoqué tout à l'heure, est-ce qu'on a une grosse différence entre le budget d'un vélo de route classique ou même un vélo équipé triathlon classique et un vélo de contre-la-montre? En fait, un vélo de route équipé triathlon, si par équipé triathlon tu veux dire avec des prolongateurs, on peut très bien trouver un vélo de route à 300 € chez Decathlon et rajouter des prolongateurs qui coûteront probablement moins de 100 €. Et donc voilà, on a un vélo de route équipé triathlon entre guillemets. Donc voilà, ça dépend vraiment beaucoup de quoi on parle. Maintenant, encore une fois, les prix peuvent exploser. Ce qu'il va falloir prendre en compte et ce qui fera vraiment la différence, ça va être de quoi équiper le vélo. Donc forcément, il y a des finitions, hein, qui vont changer. Donc même au niveau de l'aérodynamisme, hein, ça va être est-ce que les câbles sont cachés ou non, etc. Donc ça c'est le genre de petits changements qu'on va voir en fonction des différents vélos de contre-la-montre. Et puis après, il y a bien sûr le type de groupe. Donc au niveau du changement de vitesse, hein, par exemple, est-ce qu'on est sur du mécanique ou est-ce qu'on est sur de l'électronique? Est-ce qu'on a des freins à disque ou est-ce qu'on a des freins à plaquettes? Donc ça c'est le genre de choses effectivement qui vont changer et donc qui vont venir rajouter du confort ou en tout cas un tout petit peu plus de performance. Enfin, si la question est avons-nous besoin d'un vélo de contre-la-montre pour faire un triathlon, ça dépendra énormément du type de parcours sur lequel on a envie de s'aventurer. Et puis ça dépendra aussi beaucoup du niveau de l'athlète, bien sûr, et puis last but not least, le budget, tout simplement. Je te remercie pour toutes ces précisions. Du coup, toutes ces infos vont nous permettre d'aborder dans le reste de la semaine d'autres épisodes. On va revenir sur l'aérodynamisme, on va revenir aussi peut-être sur l'entretien du vélo, et puis enfin on terminera la semaine avec l'étude posturale dont on a déjà grandement parlé avec Francky Batelier, notre invité il y a quelques semaines. Voilà, je pense que c'est un beau programme. Je te donne déjà rendez-vous demain pour parler justement de manière plus détaillée de l'aérodynamisme. Super, à demain Hermano. À demain. Vous avez apprécié cet épisode? Alors taguez Ohana_3 sur Instagram et si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire sur Apple Podcast.